Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 135. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Alors mon invité aujourd'hui est Éric Mellet. Éric est un facilitateur, éclaireur et créateur d'expériences. Il est aussi un grand ami. Ayant eu un long parcours atypique chez L'Oréal, il s'est lancé en indépendant avec une approche visant à allier performance économique, quête de sens et épanouissement des potentiels individuels et collectifs. Son approche repose sur le socle de recherche de découverte, de la psychologie positive et de l'organisation apprenante. Éric est président du SOL France, cofondateur du POP, Personnes et Organisations Positives, et a également écrit ou contribué à plusieurs publications, dont le livre avec son co-auteur Béatrice Arnaud de la boîte à outils de la psychologie positive au travail aux éditions Duno. Dans cette conversation avec Éric, nous discutons de son parcours, ce qu'il a retenu de sa carrière chez L'Oréal. C'est quoi la psychologie positive, la culture du business en France et comment maintenir un équilibre de performance et bien-être. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une petite revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Éric Mellet, mais enfin, combien de temps qu'on se connaît et combien de fois on a bossé ensemble, combien de fois on a dîné à titre amical. On se connaît depuis un certain temps, mon cher Éric, n'est-ce pas? Ah oui, je pense, Minter. Écoute, ça doit remonter, bon, ça va pas nous rajeunir, mais je pense, 93, 94. Quelque chose comme ça. Comme ça, toi, tu étais au Marketing France à l'époque, je pense la première fois on s'est croisés, moi aussi j'étais France et après on s'est revus, aux États-Unis quand tu étais, directeur de marque Redken et que moi j'étais venu là-bas pour découvrir cette marque extraordinaire avant de la lancer en France. On va 94. en parler, je suis sûr. Mais donc, tu as fait presque 2 fois plus longtemps chez L'Oréal que moi. Je pense que c'était autour de 30 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de ta carrière chez L'Oréal? Qu'est-ce que j'ai retenu? Bah, écoute, déjà L'Oréal, comme tu le sais, c'est quand même une grande école finalement. Alors, je pense qu'on en prend la mesure quand on en sort, peut-être en tout cas en ce qui me concerne, paradoxalement de l'exigence de performance. C'est vrai, mais qui s'accompagne aussi, en tout cas pour ma part, qui s'est accompagné de rencontres, assez extraordinaires, tout au long de ce parcours. D'abord en France, à travers différents jobs et puis bien sûr après, sur toute la partie internationale. Donc, oui, j'en retiens une grande école, une grande exigence, mais en même temps, une organisation dans laquelle, aussi, en tout cas pour ma part et tu le sais, j'ai eu la chance de pouvoir défricher des territoires inconnus et donc de donner cours à ma créativité, à une forme de leadership aussi, voilà, c'est ça que j'en retiens finalement avec du recul. C'est bien. Et une thématique qui va ressortir de notre conversation de ce soir, c'est certainement pour moi le croisement ou la croisée entre le monde anglo-saxon et français. Ouais. Et donc, je voulais commencer cette idée à travers la rencontre de Redken. J'imagine que c'était la première marque américaine avec laquelle tu as bossé quand tu étais chez L'Oréal. Et qu'est-ce que tu en es tiré de cette expérience d'avoir été en charge de Redken en France vis-à-vis d'une marque américaine dans un groupe français? Bah, déjà l'aventure de Redken pour moi c'est, comment dirais-je? J'ai appris depuis, hein, que je suis sorti,
la notion de déviance positive. Bon, et j'ai Mm. découvert, on en parlera, voilà, que j'étais sûrement un déviant positif, peut-être qu'on en reparlera plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que la première partie de mon parcours à L'Oréal, en France, euh, je rentrais pas obligatoirement toujours dans les cases. Alors, ce qui me sauvait, c'était d'avoir une bonne performance, de bons résultats, mais c'était pas toujours avec la manière classique, on va dire ça comme ça. Et finalement, la découverte de Redken, c'est que bah, je suis à ma place. C'est-à-dire que l'état d'esprit, la façon de faire de Redken, c'est finalement ce que j'essaie d'être dans les premières années à L'Oréal, mais en passant par moments un peu comme oui, quelqu'un qui sort des cases, quoi. Ben, c'est la normalité. La normale devient la normalité en étant sur Redken. Et ça se traduit par plein de choses. Ce qui me vient là immédiatement à l'esprit, c'est que un de mes jobs à L'Oréal, c'était business developer, et donc de faire ponctuellement de la formation. Et je me souviens qu'à l'époque, on m'avait expliqué qu'on ne pouvait pas faire de participatif au-delà de 12 personnes dans une salle. Et puis je découvre, et tu connais ça par cœur, je découvre Ken avec 700 personnes, voire des milliers de personnes dans une salle dans laquelle on fait du participatif et de l'interactif. Donc ça, c'est une grande claque. Je découvre aussi bah, la première marque qui a vraiment une raison d'être, en tout cas écrite, hein, ce qui aujourd'hui devient un peu commun, bah, mieux vivre, mieux gagner sa vie, enfin apporter à ses clients, leur proposer de mieux vivre, mieux gagner sa vie, quelle plus belle promesse finalement. Euh, donc voilà, je me retrouve tout de suite dans cette marque américaine, oui, à ma place, c'est ça. Mm. Moi, mon observation, c'est que une fois qu'on a goûté de Redken, c'était difficile de revenir à la maison mère. Ah oui, mais complètement. Ben oui, tout à fait. C'était une tribu. Enfin, je veux dire, une fois on se retrouve dans cette tribu et où cette fameuse anormalité qui est un prix à payer hein, dans le cadre N'est-ce pas? à l'origine de L'Oréal, bah, qu'une fois qu'on découvre ça, mais c'est en même temps ce qui est génial dans ce groupe, c'est que finalement, à travers ces différentes marques, ça donne la possibilité à différents caractères, différents tempéraments de s'exprimer. C'est ça qui est génial. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert avec Redken, parce que je serais peut-être pas resté, enfin sûrement pas resté aussi longtemps, si à certains moments de ma carrière, il n'y avait pas eu justement ces ouvertures, tu vois, ces espaces dans lesquels finalement je pouvais être authentique, me sentir en tout cas authentique par rapport à mes valeurs, par rapport à ma quête, hein, qui a toujours été là euh, bien avant d'entrer à L'Oréal. Mm. Et alors, aujourd'hui, Eric, tu as quitté L'Oréal il y a quoi, 5 ans? Je n'ai pas le chiffre Oui, exact. oui, 6 ans. Et tu t'es lancé en tant que consultant, speaker et coach. J'ai compris que ta raison d'être personnelle, c'est être élève, élève, l'être. Mm. Mais ça, c'est juste parce que j'ai pompé ça de ton site. Est-ce que tu as une raison d'être perso et est-ce que c'est celle-là? Bah, être élève lettres, c'est plutôt une recherche, on va dire, et une attitude face à la vie que j'essaie de cultiver, qui bah, serait liée aujourd'hui à cette notion d'état d'esprit de développement, de growth mindset, en fait, d'être perpétuellement apprenant. Mais ma raison d'être perso, je crois que c'est, enfin, humblement, c'est d'essayer d'accompagner les autres sur leur chemin euh, de réalisation personnelle. Voilà. Et les accompagner notamment sur le chemin de l'autonomie. Voilà, en ça, je m'inscris dans toute ce qu'on appelle la troisième voie en psychologie, qui est la psychologie humaniste. Donc,
Maslow, Carl Rogers, qui m'a énormément marqué lorsque j'ai découvert que je me suis formé à l'approche centrée sur la personne. Donc voilà, c'est cette idée-là. Et ça se caractérise formidablement bien parce que c'est aider les autres. À partir du moment où sa mission est aider les autres, c'est tellement élevant déjà. Mm. Ça t'inspire. Chouette. Et donc, tu as écrit plusieurs livres, tu travailles avec plein d'organisations et d'entreprises. Tu es aussi président de Sol France, on va en parler. Euh, si tu pouvais nous donner un état d'esprit, enfin un état des lieux, pardon, en regardant tes clients avec lesquels tu travailles euh, cette année, l'année prochaine, en perspective, comment tu décrirais l'état de lieu, les enjeux principaux que tu vois que tes clients demandent? Où est-ce qu'on en est dans le business? La question. Euh, j'ai l'impression que dans le business, on est un peu comme dans la société, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire dans une phase apparemment de chaos, de grande confusion, alors de façon peut-être plus constructive, de transition, mais sans savoir très bien ce qu'est l'arrivée. J'ai l'impression que tout le monde se pose beaucoup de questions à tous les étages des organisations. Euh, j'ai l'impression que des choses qui étaient inaudibles auparavant commencent à être écoutées. Alors, je ne sais pas si elles sont entendues, mais j'ai l'impression que cette confusion, ce qu'elle a de bon, c'est que des directions générales, des CODIR, sont amenés à remettre en question certaines croyances, à revisiter, il me semble, par moment, la fameuse culture d'entreprise. Euh, et je pense que on est en train d'apprendre à travailler autrement. C'est-à-dire, on est en train d'apprendre, mais ça, tu fais aussi, c'est d'apprendre à travailler en collectif, Mm. d'apprendre à coopérer. Et je fais la différence entre la coopération et la collaboration. La collaboration, pour moi, hein, c'est quelque chose qu'on fait selon un plan préétabli. C'est déjà super. Par contre, la coopération, bah, c'est c'est- c'est- c'est le stade où on co-crée ensemble. Et dans un monde volatile, incertain, complexe, ambigu, hein, dont on parle souvent, il me semble que cette coopération, elle est indispensable parce que il faut improviser de plus en plus. Donc il faut savoir collaborer, mais il faut savoir aussi coopérer. Voilà, moi, c'est en tout cas, ce que je fais le plus quand c'est pas du coaching individuel, c'est de faciliter, tu sais, le côté enabler un peu, de faciliter un processus de coopération dans des équipes. Euh, voilà, il me semble que Alors, c'est... je, je voudrais poursuivre parce que c'est quand même un gros sujet important. Comment, enfin, si des personnes sont en train d'écouter et qu'ils ont une équipe où c'est pas très bien soudé, où cette coopération avec d'autres parties de l'entreprise qui sont peut-être pas dans leur département proprement parlé, mais qui ont besoin de bosser avec eux, quels sont les moyens, les motifs pour que on sent ce besoin, on est capable avec élan de coopérer avec les autres? Mm. Ben, alors, j'ai l'impression que souvent, en tout cas, dans la démarche que je propose, ça passe par d'abord une prise de conscience de l'écart entre finalement ce que l'on vit en tant qu'équipe. Donc, bien sûr, ça passe aussi par une prise de conscience individuelle, euh, mais l'écart entre ce que je pense à titre individuel, ce que j'ai l'impression, ou au-delà d'une impression, ce qu'on vit dans ce collectif, et donc la prise de conscience du potentiel non réalisé de ce collectif si justement il fonctionnait mieux. Et souvent, cette prise de conscience, elle passe par le fait de rendre explicite des choses qui n'étaient pas.
Tu vois, ce travail de prise de conscience, il me semble, est le point de départ. Voilà, quand on prend conscience du gap qu'il y a entre ce que l'on vit et les résultats que l'on obtient et la façon de les obtenir, hein, qui n'est pas toujours très, très, très sympa à vivre aussi, et ce qu'on pourrait faire en s'y prenant différemment et que les idées, enfin, de chacun sont explicitées, là où avant, bah, on les connaissait pas, c'est souvent le point de départ, à l'énergie de, bah, OK, alors après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend? Et on va retrouver des notions de vision partagée, alors empruntées à l'organisation apprenante ou à la démarche appréciative, voilà, sur laquelle je m'appuie beaucoup. En t'écoutant, Eric, j'entends ce besoin de se rendre compte de son état, de se Mmh. rendre compte du gap, de décalage entre ce qu'on fait et ce qu'on pourrait faire. Je me demande à combien c'est important d'avoir une prise de conscience de qui on est soi-même. Mmh. Combien est-ce que ça joue dans cette capacité de prise de conscience de notre état, du potentiel? Bah, ouais, je pense que c'est la base, hein, Minter. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est l'une des 5 disciplines de l'organisation apprenante, en l'occurrence la maîtrise personnelle. Peter Senge parle de tension créatrice. C'est-à-dire, cette, cette raison d'être personnelle, ce que tu me posais comme première question, voilà, qu'est-ce que je veux faire finalement de ma vie? Et en l'occurrence, en quoi, mon travail, mon activité professionnelle rentre dans, mon dessein, plus large. Donc cette prise de conscience, c'est aussi comme ça que la plupart du temps démarre un coaching individuel. Sans remise en question, personnelle, difficile d'avancer, difficile d'adopter de nouvelles croyances, de tenter, de nouveaux comportements et donc d'obtenir potentiellement de nouveaux résultats. Si je me projette en arrière, je ne sais pas si c'est projeter ou rejeter en arrière, Mmh. mais je Peu reviens importe. en arrière. En tout cas, j'avais souvent ce sentiment qu'en France, le personnel se mélangeait pas très bien avec le professionnel. En tout cas, il y avait plein de petites dictats qui disaient style, mieux pour être heureux, vivons cachés, Mmh. qu'il y avait un espèce de paroi entre la vie personnelle et donc on n'avait aucun regard sur la vie personnelle par rapport à la vie professionnelle. Est-ce que c'est toujours de l'actualité ou est-ce que je me suis trompé, d'avant? Comment tu réagis par rapport à cette réflexion? Bah, je pense que tu as raison. Enfin, si on se remet, effectivement, des années en arrière, moi, quand j'ai commencé ma carrière à L'Oréal, on m'a expliqué que, bah, les états d'âme, on les laissait à l'entrée du bureau, hein. Bon, les émotions, c'était pas vraiment un truc, qu'il fallait laisser aller. Bon, cela dit, pour être sincère, quand j'ai découvert effectivement l'approche anglo-saxonne, je suis pas persuadé que les anglo-saxons, alors en plus là on généralise, mais démontrent beaucoup plus leurs émotions. Ah, En tout cas, tu as tout à fait raison, c'est sûr. Par tu rapport au vois? latin, en plus, si on pense si on caractérise la vie personnelle avec les émotions, c'est sûr que en termes d'émotions, les anglo-saxons sont méchants mauvais là-dessus. En Mmh. revanche, je parle de cette idée d'être soi-même et cette idée enfin et je pense que les anglo-saxons sont pas forcément mieux que ça, mais c'était beaucoup plus évident pour moi en France puisqu'il y avait cette espèce de dictat que j'entendais constamment. Évidemment, j'ai aussi travaillé dans des boîtes américaines et il y avait un peu de ça, être pro, tout il y a longtemps, Mmh. que pro et cetera. Mais aujourd'hui, quand tu travailles, j'ai en tant que coach, par rapport au passé, avoir un coach qui t'aide à te définir personnellement, c'est quelque chose qui est maintenant bien plus compris
bien plus diffus dans la société ou si encore il faut l'expliquer? Bah, non, je pense que c'est quand même, ça a explosé, tout ce qui est coaching, tout ce qui est accompagnement, c'est beaucoup plus, avant on se faisait coacher, comme on allait voir un thérapeute, hein. C'est c'est parce que s'il y avait on avait un problème. On avait un problème, aujourd'hui, je pense que c'est passé dans les mœurs, hein. Alors avec, comment dirais-je? Bah, comme toute chose, ses dérives aussi potentielles, tu vois? C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup plus de place aujourd'hui à de toute façon, il y a cette recherche d'authenticité, hein, toutes les études, tous les sondages le disent. C'est vrai, le Covid est venu, on a fait une étude, là-dessus, avec Sol France, en chercheurs collectifs. Donc le Covid est venu complètement accélérer ça avec justement des prises de conscience, hein, sur le plan, professionnel et personnel, des changements de vie, bon. Des générations qui arrivent derrière nous qui sont, je donne des cours à des étudiants, je vois bien que le câblage est différent, hein. Ils expriment beaucoup plus tôt certaines choses qui chez nous, enfin, se sont exprimées plus tard. Donc je pense qu'il y a un gros changement. Après, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi des dérives, avec tout ça, notamment le fait qu'on fait porter à l'individu finalement, la responsabilité, de ce qui va bien ou pas bien. C'est-à-dire que quelque part, j'ai l'impression que certaines directions, générales ou DRH, s'exonèrent d'une vraie réflexion sur l'organisation du travail, tu vois? Heu, alors je pense que la personne, effectivement, a des ressources déjà et qu'elle a une part importante, on parle de 40, hein, en psychologie positive, d'influence sur, son bien-être, hein, au sens large et sur les résultats qu'elle obtient. Mais je pense que ça ne doit pas obérer, la responsabilité aussi de l'organisation du travail et du système dans lequel elle s'inscrit. Don't you know that you're a grown up? I'm a grown up. Me too. Yep, me too. But these days, being a grown up can really suck. Luckily, we're grown ups who grew up in the coolest generation. We had video arcades. And also some of the best TV and movies ever made. We lived the origin of awesome consumer electronics. The list goes on and on. Yep, Generation X. Exactly. And we're Gen X grown up. Every week, the Gen X Grown Up podcast explores media, tech, toys, games, and more from both yesterday and today. Through the eyes of Generation Xers who absolutely love that stuff. You can find us on iTunes or wherever you get your podcasts. Or find us on our website, genxgrownup.com. Life sucks as a grown up. All right, you think that was good enough? I hope so, man. I'm tired. Who listens to a promo on a podcast and then goes and listens to a different podcast? right. I've never done it. Right. Oui, enfin, c'est marrant parce qu'il y a cette espèce de ironie, car avant, on était sur command and control. Il fallait autoritaire, je décide, je suis le patron, je tape sur les bureaux et je m'impose. Là, on est sur une délégation, j'ai l'impression, qui fait que la responsabilité s'est inversée et il faudrait ramener un peu plus de direction, un peu plus de supervision, j'ai envie de dire, sur cette responsabilité. Mais absolument, mais tu as raison. Alors, il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, hein, qui est d'ailleurs, une source, au départ, de Peter Senge, c'est, Dee Hock. En général, personne ne connaît Dee Hock, c'est le fondateur de Visa, c'est pas rien quand même. Et Dee Hock, il a défini le terme de chaotique. C'est quelqu'un qui était passionné par tout ce qui était biologie et l'un des principes justement, qui l'a guidé pour créer Visa, en partant de rien, hein, avec très peu de moyens, c'est cette notion l'observation de la vie, du principe du vivant et que dans le vivant, il y a à la fois de l'ordre, de la répétition, de la récurrence et en même temps, des bifurcations, du chaos. Et c'est comme ça qu'il a abordé, Visa, comme un réseau, vivant, avec ce principe d'ajustement perpétuel entre l'ordre et le chaos.
Voilà, trop d'ordre rigidifie, c'est ce que tu décrivais, command and control. Bon, mais ça marche plus aujourd'hui parce qu'on est toujours en retard. Euh, et puis inversement, trop de chaos, ça va nulle part non plus. Donc, ce côté vivant, voilà, qu'on retrouve dans l'organisation apprenante, ce qui demande justement une conscience du vivant aussi en tant que leader, en tant que manager et à titre perso. Ça rejoint évidemment une partie de ce que j'écrivais dans You Lead, de deuxième paradoxe qui est qu'en tant qu'être humain, on recherche l'ordre. On a besoin de codifier, de comprendre l'inconnu. C'est presque une condition humaine, tout en sachant et en accueillant, en embrassant le fait qu'on vit dans du chaos. Et je terminerai par dire que c'est quand même drôle que dans la physique quantique, on parle de ce chaos qui, malgré le fait qu'on est dans une science et dans l'ordre, le chaos est inné. C'est juste une partie de nous. Oui, complètement. Et alors, je ne suis pas un grand physicien quantique, mais bien sûr, ça Non m'intéresse plus. aussi. Ouais, non, mais voilà. Non, mais ce qui est vachement intéressant, c'est cette idée du et par rapport à la physique classique, la physique quantique. Enfin, l'une des choses que j'ai compris, c'est que ça peut être l'inverse et son contraire en même temps. Et c'est Eh très oui, difficile pour nous. ici et là. Ouais, au même moment. Bon, d'accord, compliqué. Alors, mais cette confusion mentale que ça inscrit nous amène à sortir des choses justement précodifiées. Parce que tu as raison. Enfin, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de redécouvrir la pyramide de Maslow, qui n'a pas dit que des bêtises, même s'il a été critiqué euh, par moments. Ça rejoint ce que tu dis parce qu'il y a au départ le besoin de sécurité. Mais en fait, le besoin de sécurité, il explique le besoin d'ordre, il explique que ça soit sur le plan économique ou sur le plan politique. Donc, il y a ce besoin de sécurité qui est le premier, mais quand même, le haut de la pyramide, c'est le besoin de se réaliser. Et le besoin de se réaliser, il passe par la liberté de s'exprimer pas seulement verbalement, de s'exprimer dans les idées, de s'exprimer dans ses mouvements. Donc, il y a ces deux forces, il y a ces deux, ce paradoxe. Et déjà, pour revenir à la prise de conscience dont on parlait tout à l'heure, accepter que le paradoxe fait partie même du principe du vivant me semble être un grand pas vers l'ouverture plus globale des chakras, tu vois. Je suis plus que d'accord. Alors, tu as invoqué plusieurs fois la psychologie positive qui, donc si j'ai bien compris que c'est venu de MIT, au Peter Senge, enfin c'est ce que j'ai pu comprendre, tu as une maîtrise diplômée dans la psychologie positive. Ça paraît quelque chose de très anglo-saxon, de sourire parce que je suis heureux ou être heureux parce que je souris. C'était une expression qu'on employait. Quel est l'accueil de ça ou en France, combien faut-il acculturer, amener un point de vue un peu différent là-dessus, ou est-ce que c'est copie conforme de ce que tu as appris? Non, non, mais alors déjà, la psychologie positive, alors là aussi, paradoxalement, elle est, enfin, celui à qui on reconnaît la paternité, même s'il n'était pas tout seul, mais c'est Martin Seligman. Et alors, le paradoxe, c'est que Martin Seligman, avant d'être celui qui, lorsqu'il prend la présidence de l'Association américaine de psychologie, parle justement de psychologie positive, c'est un spécialiste pendant très longtemps de la dépression. Hmm. Tu vois. Donc, Oui, et il je me passe. suis trompé, c'était pas Senge, c'était Seligman, évidemment. Senge, c'est C'est Saul. l'organisation apprenante. Ouais. Et donc, Seligman, au départ, c'est quelqu'un qui travaille sur l'impuissance apprise, qui travaille sur la dépression, et qui, à un moment, s'ouvre à une autre approche et initie ce mouvement qui est celui de la psychologie positive,
mais qui n'est pas juste. On fait souvent l'amalgame avec la pensée positive. Tu vois, c'est ce que tu me décris, je souris. Non, la psychologie positive s'inscrit dès le départ dans une démarche scientifique. Ce qu'on a reproché d'ailleurs à la psychologie humaniste avec Maslow et Rogers, à qui on reprochait de ne pas avoir fait suffisamment d'études quantitatives, notamment. Et donc, la psychologie positive, dès le départ, s'inscrit dans une recherche scientifique, avec donc des expériences. Alors bien sûr, on est dans des sciences molles, on n'est pas dans des sciences dures, mais des expériences qui vont donner lieu à des protocoles qu'on va qualifier d'intervention positive, parce qu'on est capable de mesurer l'impact que ça a. Alors ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que la psychologie positive n'est pas prescriptive, comme peut l'être la philo. Par exemple, la philosophie te dit, voilà ce qu'il faut faire, ou la religion, bien sûr, te dit, voilà ce qu'il faut faire. La psychologie positive, et en ce sens-là, c'est une science plutôt et descriptive. Voilà, elle étudie ce qui fait que certains individus, certaines organisations, certaines institutions obtiennent une performance qu'on qualifie d'optimale, optimale au sens où elles font le mieux de ce qu'elles peuvent faire. On n'est pas dans le maximal qui est classiquement la recherche de performance qui donne lieu à tout ce qui est burn-out et autres, parce que bien sûr, le maximum, on l'atteint jamais. Donc, la psychologie positive, elle s'intéresse à la psychologie, à la performance optimale, et elle s'intéresse à comprendre comment s'y prennent ceux qui, justement, éprouvent du bien-être dans leur vie, atteignent les résultats qui se fixent. Tu vois, pour revenir à la déviance positive dont je te parlais, par exemple, qui est l'un des trucs les plus géniaux que j'ai découvert, c'est comment, à contrainte égale et à ressources égales, certains individus obtiennent des résultats extraordinaires. Voilà, les mêmes contraintes, les mêmes ressources, des commerciaux, on connaît le sujet, ou des managers, tu leur donnes, toi qui étais au marketing, tu leur donnes le même argumentaire, d'accord, ils ont le même budget, tu vas retrouver la courbe de Gauss, tu vas avoir 10% qui vont avoir des résultats extraordinaires, 80% qui vont avoir des résultats corrects, et puis 10% qui seront toujours un peu derrière. Pas de peloton. Voilà. Donc, la psychologie positive s'intéresse à comprendre ça, s'intéresse à comprendre, et alors non seulement à comprendre les facteurs, mais aussi, bien sûr, à aider à travers des protocoles le développement de ressources comme l'optimisme, comme la résilience, comme l'espoir, après plus globalement les relations interpersonnelles, d'accord ? Donc ça passe par la communication, le feedback, et puis plus globalement à l'échelle organisationnelle, la notion de soutien social, d'état d'esprit justement de développement dont on parlait tout à l'heure, de sécurité psychologique, tu vois. Et quid de l'imagination ? Quid de l'imagination ? L'imaginaire. Tu veux dire de l'imaginaire vu par la psychologie positive ou Exactement, oui. La créativité, dont les forces de caractère, qui constituent l'un des piliers de la psychologie positive, c'est-à-dire de la même façon que dans la psychologie classique ou la psychopathologie, on a une classification qui permet justement une nomenclature qui permet de classifier les gens en fonction de leurs symptômes. Les tenants de la psychologie positive ont développé cette notion de force de caractère et de classification. Et l'une des 24 forces reconnues universellement, c'est la créativité. Et donc, la créativité, elle est au cœur j'ai envie de dire, tu vois, en coaching ou dans la réflexion dont on parlait tout à l'heure avec des équipes. Passer la prise de conscience, c'est-à-dire la mesure du gap, il me semble que c'est souvent cette créativité, cet imaginaire qu'on met en travail dans un groupe, à travers notamment, par exemple, la vision partagée, qui est l'une des disciplines aussi de l'organisation apprenante. Comment on crée une vision partagée, pas une vision partagée de ceux d'en haut qui descend en plus fine sur ceux d'en
mais une vision partagée qui implique la possibilité de chacun d'amener justement sa vision personnelle, ce qui va à la fin faire cette vision partagée. Et par exemple, l'imaginaire, ça me fait penser aussi à une des étapes de la démarche appréciative inquiry, qui est la phase de dream, où, comme le nom l'indique, on Je rêve. rêve. Voilà, on rêve, on imagine de ce que serait notre environnement idéal. Et dans ce moment de créativité, imagination, on a certainement plus le sentiment d'agentivité, que j'ai une responsabilité, que je suis écouté aussi parce que j'amène quelque chose, je crée, je produis. Et ça, pour Maslow, ça peut aussi amener de l'épanouissement parce que j'ai participé, j'ai contribué. Mais complètement. Et là, tu me demandais aussi tout à l'heure qu'est-ce que je ressentais par rapport aux organisations. Mais enfin, je ressens rien que de très commun, hein, parce que combien de choses sont écrites là-dessus. Ça touche directement à l'engagement des collaborateurs, qui est un grand sujet. Comment effectivement on favorise l'engagement. Bah, euh, est-ce que j'ai une contribution? Est-ce qu'effectivement je crée quelque chose? Est-ce que je crée quelque chose déjà à titre individuel, hein? C'est la notion de flow aussi, qui est un des sujets de recherche. Donc, est-ce que je crée quelque chose à titre individuel? Est-ce que avec mon équipe, on crée quelque chose aussi qui a du sens? C'est ce qu'on retrouve. Google a fait une étude, hein, l'étude Aristote, où c'est l'un des critères, l'un des 5 critères d'une équipe performante chez Google. Et puis, est-ce que plus globalement, mon organisation contribue au bien commun? Donc, et ce que tu dis aussi, ça me fait penser bon, tout est lié, mais quand je contribue, effectivement, tu parles d'agentivité, enfin, d'auto-efficacité, hein, de Bandura, et cette idée que ça génère des émotions positives, qui est aussi un grand sujet que la recherche a, a exploré, parce qu'on ne savait pas très bien à quoi la tristesse, la colère, on s'en voyait bien, hein, mais par contre, jusqu'à Barbara Fredrickson, donc il y a une vingtaine d'années, on ne voyait pas très bien à quoi ça servait des émotions positives. Or, on a découvert que les émotions positives, ça favorise justement la créativité. On est plus créatif quand on est bien dans sa tête, mais on est aussi plus sociable. Donc c'est important quand il s'agit de travailler de plus en plus en équipe, en collaboratif ou en coopératif, comme on disait tout à l'heure. Bon, accessoirement, on est en meilleure santé, on vit mieux et plus longtemps, et notre cerveau fonctionne mieux. Donc tout est lié. Est-ce que dans ton livre que tu as coécrit avec Béatrice Arnaud, La boîte à outils de la psychologie positive au travail, euh, qui est sorti en 2019 aux éditions Duno, et j'ai vu qu'il y a aussi une boîte à outils express avec les 8 outils pour favoriser le bien-être et la performance de son équipe, sympa, qui est sorti en 2021. Est-ce que c'est possible d'avoir un équilibre bien-être et performance? Si on veut vraiment performer, bien-être peut être vraiment considéré, la vie personnelle peut être vraiment considérée, ou penses-tu que c'est une lueur de chercher cet équilibre en voulant être très performant? Alors pour ma part, comment dirais-je, à l'âge qu'on a, Minter, à l'âge qu'on a, il me semble que quand on regarde le parcours qu'on a vécu et puis ce qu'on a vu vivre autour de nous au fur et à mesure des années, il me semble quand même que moi, les moments où j'ai le mieux réussi, c'est les moments où j'étais le mieux dans ma peau. Enfin, il y a quand même alors, il y a une chose qui est du vécu, et puis ça aussi, c'est ce que nous dit la recherche. C'est-à-dire que pendant longtemps, comment dirais-je, le principe sur lequel d'ailleurs on a été éduqué, hein, nous, c'est que c'est une fois
que tu as atteint un objectif, que tu as obtenu un résultat, que tu es bien dans ta peau, tu es heureux. J'aime pas trop la notion de bonheur au travail, parce que je pense que c'est pas l'organisation de faire le bonheur de ses collaborateurs. Je préfère la notion de bien-être au travail, c'est autre chose. Mais donc, en gros, c'est le schéma dans lequel on a été éduqué. Nous, c'est une fois que tu auras eu ce résultat, là, tu seras heureux. Une fois que tu auras réalisé ton chiffre du mois, là, tu pourras être heureux. Une fois que tu seras nommé manager, là, tu pourras être heureux. Une fois que tu seras nommé directeur ou que tu seras dans le CODIR, là, tu pourras être heureux. Bon, et ça, pendant très longtemps, c'est le modèle sur lequel on est. Il y a un chercheur qui s'appelle Sean Acor, qui a réalisé une méta-analyse avec, je crois, 1800 études, enfin, c'est un truc de fou, et qui, lui, nous révèle que finalement, c'est pas dans ce sens-là que ça marche. C'est que ça marche à l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce que tu es bien dans ta peau que tu performes. La performance n'est pas un résultat, la performance, c'est le bien-être qui est le point de départ. Voilà. J'adore. Alors, pour terminer, dernière question. Eric, nous, comme on dit, comme on t'a dit, on a un certain âge. Revenons en arrière à Eric, le jeune homme qui se lance dans sa vie professionnelle. Donc, début des années 20 pour toi. Mais tu lui dirais quoi comme conseil aujourd'hui? Je dirais de se faire confiance, de moins se prendre la tête avec des questions, avec avec des peurs, des tas de peurs, en fait. Alors qui aident à grandir aussi, parce que finalement, c'est en les surmontant qu'on acquiert une forme de maturité ou de sagesse, dirait certains. Mais je dirais quand même à Eric d'avoir confiance, et puis de profiter encore plus de la vie et du temps qui passe. Voilà, pas de pas toujours repousser la satisfaction à après. C'est-à-dire de célébrer plus tôt. J'ai mis du temps avant de m'accorder cette satisfaction. Je ne suis pas sûr d'y arriver toujours encore d'ailleurs, mais tu vois, d'être plus au présent dans ma vie. Voilà, je lui dirais ça. Je traduis dans ma petite histoire, c'est le jardin d'acclimatation. C'est de donner le barbe à papa au début et non pas juste à la fin pour avoir été un bon petit garçon. Eric, alors juste pour que les auditeurs puissent te suivre un peu mieux, comprendre un peu ton parcours et où chercher tes livres, le premier qui a été coécrit avec notre ami en commun Denis Christol, développer une université d'entreprise. Comment est-ce que les personnes peuvent se connecter à toi, suivre ce que tu fais et tu lis? Et dernière chose, est-ce que tu as un scoop pour nous sur ton écriture pour l'année prochaine? Écoute, alors LinkedIn et puis mon site, effectivement, ericmedé.com et puis le scoop, tout est relatif, mais je travaille sur un livre. Alors toi, tu as beaucoup d'avance par rapport à moi. Jusqu'à présent, c'était de la coécriture. Je me suis lancé dans mon Himalaya, à savoir une écriture en solo. Voilà, un projet qui prend forme et qui devrait logiquement sortir en fin 2023, pardon. Génial. Voilà. Bon, prends de bon équipement. Ouais. Et un bon café chaud. Ouais, c'est ça. Et on se poursuit. Merci beaucoup, Ouais. Eric, d'avoir passé Merci du temps. à toi. Merci à toi. Plaisir. C'est grand plaisir aussi. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust is the reason, still I won't toe the line. I sit here
tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man building an urge. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man practicing my lines. I'm a convinced man here in these confines. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, admit to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man in the arms of a woman. Don't you know that you're a grown-up? I'm a grown-up. Me too. Yep, me too. But you know, these days being a grown-up can really suck. Luckily, we're grown-ups who grew up in the coolest generation. We had video arcades. And also some of the best TV and movies ever made. We lived the origin of awesome consumer electronics. The list goes on and on. Yep, Generation X. Exactly. And we're Gen X grown-up. Every week, the Gen X Grown Up podcast explores media, tech, toys, games, and more from both yesterday and today. Through the eyes of Generation Xers who absolutely love that stuff. You can find us on iTunes or wherever you get your podcasts. Or find us on our website, genxgrownup.com. Life sucks as a grown-up. All right, you think that was good enough? I hope so, man. I'm tired. Who listens to a promo on a podcast and then goes and listens to a different podcast? Right. I've never done it. No. Right.